Oui, la question de l'économie circulaire n'est évidemment pas réductible à la question des déchets. C'est d'abord une question de produit. La plus belle politique des déchets ne pourra donner qu'une politique des déchets, quoi. Et on ne peut pas, à partir de la politique des déchets, on ne peut pas rebâtir toute l'économie. Donc c'est d'abord ce qu'on met sur le marché qui doit obéir aux critères de l'économie circulaire, c'est-à-dire on doit savoir le récupérer à la fin, le réutiliser, le réparer, enfin tout ce que François-Michel Lambert a dit, quoi. Tout ça c'est évident et c'est depuis toujours. La question des déchets est simplement un aspect de la politique actuelle de l'économie linéaire. Elle a son importance. Elle est d'autant plus importante, si vous voulez, que, à mon avis, la question de l'écologie globale, la nature peut toujours fournir encore des ressources, et il y en a peut-être qui sont limitées, mais enfin, il suffit souvent de creuser davantage dans l'écorce terrestre, donc c'est une question d'énergie. Bien entendu, chaque fois qu'on creuse, c'est dégueulasse, si je puis dire, ça s'appelle l'extractivisme. Les mines sont sans doute l'activité la plus polluante de l'espèce humaine, hein, vraiment. Tout simplement parce que ce qu'il y a dans l'écorce terrestre, les métaux sont généralement toxiques. Bon, mais la nature a plus de mal à se débarrasser de nos déchets qu'à nous fournir des ressources. Pour l'instant, on peut encore mettre en Perse l'écorce terrestre, hein, il y a 30 km ou 40 km d'écorce terrestre en moyenne, donc forcément, hein, il y a de quoi faire. Simplement, ça coûte cher et c'est très polluant. En revanche, les déchets, le CO2 par exemple, hein, la nature n'arrive pas à s'en débarrasser. Même chose pour les bouteilles plastiques, et puis en plus il y a une question d'entropie, hein. Plus c'est dispersé, plus c'est difficile ensuite à récupérer, ramasser et nettoyer. Mais ce qui est très clair, c'est que, à mon avis, le principe complémentaire de l'économie circulaire, c'est le paiement de la nature. C'est-à-dire que la nature nous fournit gratuitement ses ressources, c'est totalement gratuit. Alors évidemment, quand vous dites le pétrole est gratuit, ah bah non, bah si, il est gratuit. Ce sont les émirs que vous payez, hein. C'est les efforts qu'eux ils font. Et ben, il y a un peu de transpiration pour aller récupérer le pétrole, mais le pétrole est là. La nature nous le donne gratuitement. Le fer, dans le minerai de fer, c'est pareil. Tout ça, c'est gratuit. Et en réalité, toute l'économie a été inventée à un moment donné où il y avait l'impression qu'il y avait beaucoup de ressources naturelles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains. Et c'est pour ça que l'économie classique, c'est capital, travail, c'est tout, les facteurs de production, et on oublie la nature. Or, la nature, on a besoin maintenant de la rémunérer, c'est-à-dire de la réparer, de la nettoyer, et éventuellement même de l'améliorer. Après tout, c'est pas sacré la nature, mais les jardiniers nous ont mis des belles plantes qui viennent d'autres continents, ou des beaux arbres. On est très content d'avoir des magnolias chez nous, hein, donc c'est pas sacré en ce sens-là. Mais il faut la rémunérer, c'est la parabole des abeilles, hein, il faut remercier les abeilles de polliniser nos cultures, et pour les remercier, il faut leur donner à manger toute l'année avec des fleurs, il faut mettre des ruches, il faut laisser les apiculteurs s'installer, enfin, il ne faut pas mettre de pesticides qui tuent les abeilles. Ce qui est vrai pour les abeilles est vrai pour tout, y compris pour tous les écosystèmes. Les forêts, sans les forêts, on n'a pas de ruisseaux, on n'a pas d'évapotranspiration, donc sans les lombriques, on n'a pas d'aération des sols, et on n'a pas d'eau qui s'infiltre, donc il faut remercier les lombriques, etc. Ça veut dire qu'il faut, dans la gestion de notre économie, considérer la nature comme un facteur de production à part entière, et rémunérer le capital nature autant qu'on rémunère le capital humain ou le capital financier ou matériel. C'est évident qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire dans un seul pays, ne serait-ce d'ailleurs que parce que les chaînes de valeur sont très longues. On va importer des produits qui viennent de je ne sais où, qui sont transformés dans un autre pays, qui sont montés chez nous. Enfin bon, c'est donc compliqué. Donc il va falloir s'organiser à l'échelle mondiale, et on a pour ça un think tank tout à fait remarquable, c'est à côté d'Éden. Hein. Vous avez l'OCDE qui travaille sur toutes ces questions, et avec qui, évidemment, il faut travailler. Je crois que François-Michel Lambert a bien montré qu'il y avait ces 4 piliers plus, hein. Et donc l'international, c'est le plus. Là, c'est là que
il va falloir évidemment se coordonner d'abord à l'échelle européenne. L'échelle européenne est quand même tout à fait, à mon avis, pertinente pour commencer à mettre les choses en place. Les éco-organismes, le premier éco-organisme, c'était sur les emballages. Ça aurait pu être sur les produits toxiques ou des choses de ce genre-là, qui étaient peut-être plus immédiatement dangereux à l'époque. Mais les emballages, c'était parce que si on ne se mettait pas d'accord à l'échelle européenne sur... alors c'est un élément de la politique des déchets, hein, sur les emballages, on avait à l'époque une quinzaine, parce qu'on était 15 seulement dans l'Union européenne, une quinzaine de réglementations différentes dans l'emballage, et donc ça cassait le marché européen tout de suite. Donc l'emballage, c'était en quelque sorte le symbole du marché européen, du marché unique, donc il fallait réglementer d'abord la question des emballages. C'est pour ça qu'Éco-emballage est né. Et ensuite, sur le même modèle, maintenant je vois que c'est devenu un des outils principaux de la récupération, en tous les cas, et du recyclage ou du réemploi d'un certain nombre de produits de notre société industrielle aujourd'hui. Sans doute faut-il d'ailleurs éviter d'en avoir, pour chaque produit, il faudrait peut-être pouvoir les rassembler pour rationaliser, éviter que les coûts de transaction soient trop élevés, mais c'est quand même tout à fait intéressant et c'est un témoignage du changement progressif de nos économies. C'est évident que c'est d'abord dans les produits, donc c'est la réglementation des produits. L'Union européenne a commencé à réglementer les produits. Vous savez, c'est l'histoire de l'écologie, ça commence par la pollution industrielle, parce que c'est des usines, ça pollue, on voit la fumée, et c'est très facile à réglementer parce que vous avez des ingénieurs en face. Donc on arrive à se mettre d'accord, et les industriels, finalement, ce sont les bons élèves de la lutte contre la pollution, en général. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pollutions diffuses. Les pollutions diffuses, c'est l'histoire fameuse de la bataille avec le monde agricole. Les pollutions diffuses, c'est ce que les personnes qui vont vidanger leur voiture dans la nature, etc. Donc ça, c'est compliqué. Et puis maintenant, ce sont les produits. C'est très bien, on a à peu près réglementé les activités productrices, mais maintenant vous produisez quoi? Est-ce que vous produisez? Est-ce que ça va contribuer à la pollution? Est-ce que ça va émettre du CO2, etc. Et donc vous avez maintenant une réglementation de plus en plus intéressante, européenne, sur la consommation d'électricité, des produits ménagers, etc., etc. Donc c'est évidemment ce qu'on met sur le marché, il va falloir que ça réponde à un certain nombre de caractéristiques. Et parmi les 4 piliers ou les 4 leviers d'action, la fiscalité joue un rôle très important. Donc il arrivera un moment, je ne sais pas quand, où les produits vierges seront taxés beaucoup plus que les produits recyclés. Mais il faudra évidemment que les produits recyclés ou réutilisés, que les matériaux réutilisés, ou que les briques de matériaux, ce que vous voulez, soient évidemment exempts de pollution ou de danger, etc. Et en ce moment, il y a une grande discussion, notamment sur l'eau et le réemploi de l'eau, la réutilisation de l'eau, ou des eaux usées, nettoyées. Est-ce que c'est compatible avec les réglementations sanitaires? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Et on voit bien que dans les choses qui sont en contact des aliments, etc., les emballages et autres, il y a les produits recyclés sont moins bien considérés, le papier gris est moins bien considéré, etc. Donc il faut que nous apprenions aussi à trouver excellents je sais pas moi, les livres d'occasion, les choses réemployées. Et donc il y a encore une espèce d'apprentissage, mais l'économie de la fonctionnalité, ça commence, hein, les voitures partagées, etc. Il y a un mouvement vers ça, avec donc une économie de matières premières et d'énergie, ou en tous les cas de matières premières, c'est pas toujours la même chose. Hein. Quand il faut récupérer la matière première, il faut peut-être quelquefois la transporter d'un coin à l'autre, donc il faut de l'énergie. Donc si vous voulez, la question importante, et pour laquelle nous avons d'ailleurs, nous, Eden, produit des amendements, ou des propositions d'amendements, c'était de faire en sorte que l'économie circulaire ou les efforts vers l'économie circulaire ne conduisent pas à un accroissement de la consommation d'énergie, ou en tous les cas des émissions de carbone. L'économie circulaire, c'est un horizon, c'est un idéal. Alors, c'est une manifestation ou une forme de ce qu'on appelait avant le développement durable, si vous voulez, donc un idéal. Et vous savez que
comme tous les horizons, hein, l'idéal, c'est quand on s'approche de l'idéal ou quand on s'approche de l'horizon, l'horizon est encore un peu plus loin. Et ben, c'est la même chose pour l'économie circulaire. C'est un effort considérable. Oui, c'est une transformation profonde de l'économie. Je pense que nous allons y parvenir parce que nous sommes obligés. Dans les années 70, on appelait ça... la planète était considérée comme un vaisseau spatial. Alors, à l'époque, on venait d'aller sur la Lune et tout, donc on était tous passionnés par la science-fiction. Donc le vaisseau spatial Terre, il a des ressources limitées, et on est bien obligé de faire très attention. Et donc l'idée, c'était d'avoir l'économie du cosmonaute plutôt que l'économie du cow-boy. C'était ça l'expression à l'époque. Le cow-boy, il croit que tout lui appartient, ces grands espaces, la frontière, comme on dit, hop, on y va. Et on fait n'importe quoi. Et le cosmonaute, non. On fait très attention à économiser et recycler et réutiliser tout, comme dans les capsules spatiales d'aujourd'hui. Donc l'économie circulaire, c'est une des caractéristiques sans doute principales de l'économie du cosmonaute. Les entreprises, elles vont évidemment s'adapter au principe de l'économie circulaire. Ça commence pour certaines d'entre elles déjà. Les éco-organismes sont en principe des mutuelles. Hein. En principe, ce sont des mutuelles dont les membres sont des entreprises. Donc les éco-organismes appartiennent aux entreprises. Alors, elles deviennent puissantes par rapport aux petites entreprises, parce que ensuite les éco-organismes, comme ce sont des mutuelles ou des associations d'entreprises, elles vont finir, elles donnent les barèmes de cotisation en quelque sorte. Hein. Bon, alors, quelquefois, vous êtes une petite entreprise, vous avez du mal à discuter avec l'éco-organisme qui est plus puissant, ou qui a des membres plus puissants et qui fixe un barème auquel l'autre ne peut pas se soustraire, si vous voulez. Mais bon, pour moi, ça ne me pose pas trop de problèmes. C'est toujours la même histoire. C'est plutôt dans Éco-emballage, par exemple, vous aviez L'Oréal et Danone qui étaient plus puissants que les autres, qui mettaient beaucoup d'emballage. Et donc, ils avaient tendance à diriger Éco-emballage, quoi. Enfin, ou en tous les cas, à avoir une voix prépondérante dans Éco-emballage. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, je ne pense pas que l'administration va s'emparer de tous les sujets quand il s'agit des relations entre les entreprises. Si je pense à l'économie circulaire, c'est pas tellement le critère énergie, c'est-à-dire que le critère carbone est inclus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas contribuer à la pollution, pour être simple, ou au changement climatique. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de place pour la récupération d'énergie, disons. C'est-à-dire que l'énergie, chaque fois qu'on s'en sert, comme vous le savez, ça se dégrade. Et dans un système fermé, la quantité d'énergie est toujours la même, c'est des lois de la physique. Et c'est vrai qu'il y a une activité importante qui maintenant se développe, qui est on récupère la chaleur fatale et on essaye de réutiliser la chaleur. Et donc il y a un effort qui est fait pour récupérer ou recycler ou ne pas laisser perdre trop de chaleur ou trop d'énergie. Et ça, c'est quand même très largement pris en compte par les autres lois ou les lois sur l'énergie en France ou la réglementation, au point même que quelquefois nous-mêmes à Eden, on dit mais enfin, à ce moment-là, vous êtes tout le temps en train de dire que l'électricité, ça consomme de l'énergie et donc c'est pas bien, etc. Bon, c'est une discussion sans fin parce que la question pour l'énergie, c'est surtout est-ce que tu mets du carbone en plus ou pas, quoi. Donc voilà. Maintenant, la question des matières premières, il y a aussi évidemment les autres grands cycles biogéochimiques, puisque vous avez l'azote, le phosphore, etc. Le phosphore, à la limite, c'est l'élément qui pose le plus de problèmes, puisqu'on a peu de sources de phosphore minéral. Donc il y a le Maroc, il y a 2 ou 3 pays qui ont l'essentiel des ressources. On en a besoin pour les engrais. Et une fois qu'on s'est servi du phosphore, il a tendance à partir au fond de la mer, quoi. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il faudra attendre je ne sais quel phénomène de géologie pour qu'il revienne à la surface du sol. Donc on a aussi donc
trop d'azote qui se balade et donc ça fait de l'eutrophisation, ça fait des zones mortes dans la mer, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas uniquement les métaux, les minéraux. Par exemple, il y a le sable. Le sable est aussi un grand problème. Je crois que François Michel en a parlé, hein, dans le sable en Inde, etc., pour faire du béton, pour faire du ciment, etc. Donc c'est une question très vaste. Alors l'économie circulaire, oui, il y a sans doute un effort à faire. Ensuite, un focus sur différents éléments qui sont plus ou moins aigus en ce moment. Alors en ce moment, ce sont les batteries par exemple pour les véhicules électriques, c'est le lithium et autres. Bon, jusqu'à présent, dans l'histoire humaine, on s'est toujours débrouillé, mais enfin vous savez, quand on est parti dans la civilisation industrielle, les forges avaient à peu près ratiboisé tout le bois au Royaume-Uni et ils ont été contents de trouver du charbon. Maintenant, on est embêté avec le charbon, on en a trop. On ne peut pas revenir au bois, mais donc l'humanité a toujours s'est débrouillée, quoi. On a fait du gazogène quand il n'y avait plus de pétrole après l'invasion allemande dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il faut un peu organiser tout ça maintenant, parce qu'on est peut-être bientôt 8 milliards, donc c'est évident que il va falloir faire un peu plus attention et être un peu plus sérieux. Donc l'économie circulaire ne peut pas en effet être laissée au bricolage inventif devant les différentes circonstances ou les différentes pénuries qui s'amorcent. Il faut vraiment s'organiser maintenant de manière complète, quoi. Enfin, de manière plus sérieuse. Il y a aussi le nucléaire. Alors, ils n'en parlent pas, mais bon, je peux parler du nucléaire puisque on a un problème d'uranium, hein. Les ressources d'uranium sont quand même relativement réduites. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut recycler? Alors, on recycle une partie de l'uranium, mais ça fait des déchets. Est-ce qu'on peut récupérer, etc. Donc, chaque secteur industriel, si je puis dire, ou chaque secteur de production d'énergie ou autre, a son problème. Je pense aussi que la question des sols est très importante en agriculture. Donc, les sols sont une ressource. Il faut des centaines d'années pour faire un bon sol, hein. Donc il faut des arbres pour le sol, la litière, ça fait des sols, etc. Donc il y a un effort général, si vous voulez. C'est pour ça que l'économie circulaire, c'est un espèce d'idéal très très large qui englobe toutes les activités humaines. Donc il faut essayer de travailler là-dessus. Moi j'étais archéologue et dans ma jeunesse, et l'archéologie, finalement, elle est très contente qu'il y ait des déchets parce que c'est grâce aux poubelles de nos ancêtres qu'on arrive à savoir comment ils vivaient. Et on s'aperçoit que l'être humain a toujours laissé des poubelles un peu partout et il va falloir qu'il fasse plus attention maintenant.